Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, on a souhaité faire une présentation de la dernière version d'OpenSilex, la version 1.0.0 RC+5, qui est déjà déployée sur de nombreuses instances. Mais on voulait vous présenter, faire un peu un tour de toutes les nouveautés pour vous montrer comment ça marche, ce qu'il y a à voir, ce qu'on peut faire dessus, toutes les potentialités. Et puis, du coup, après, on vous fera un peu une présentation des nouvelles fonctionnalités qu'on veut déployer dans les prochaines versions qui arriveront en début 2023. Faire des petits rappels sur le fonctionnement, des rappels ou des découvertes, hein, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, sur les permanences OpenSilex, comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez y faire, pourquoi ça peut être intéressant pour vous. Vous présenter ou représenter Mantis, qui est notre outil de suivi des demandes d'assistance et de problèmes, qui permet de mutualiser tout le travail de l'équipe autour des différentes demandes qui touchent à OpenSilex. Et puis après, s'il y a des suggestions ou demandes, n'hésitez pas, hein, c'est aussi l'intérêt d'une telle réunion. Pour replacer le contexte, hein, on a souhaité faire une présentation OpenSilex et pas, vous avez peut-être plus l'habitude d'interagir avec nous au sein de réunions ou de copiles ou de présentations qui concernent votre propre implémentation d'OpenSilex. Donc ça peut être Sixteen, ça peut être FIS, ça peut être Vitis, Explorer, enfin ça peut être Symphonia. Et du coup là, l'intérêt, c'est qu'on est toute une équipe à travailler sur OpenSilex et de pouvoir mutualiser les réponses aux demandes, aux questionnements, et puis de voir aussi au sein des différentes communautés les différentes questions ou demandes qu'il peut y avoir, parce que ça arrive que ça se recoupe, donc ça peut être aussi intéressant de voir les points de vue des autres utilisateurs. Donc si ce format est plutôt fonctionne bien, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra reproduire. Ça nous permet aussi de faire des présentations un peu plus mutualisées à toute une communauté d'utilisateurs. Voilà. Donc du coup, on va commencer par vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Je te passe la main, Farzaneh. Je fais défiler les diapos si tu veux, comme ça t'as pas. Comme tu veux, par contre, il faut que je partage mon écran. Après. Donc, comme nouvelle, bonjour à tous d'abord. Comme nouvelle fonctionnalité, du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a plein de choses en fait qu'on pouvait regarder avec vous, mais on a quand même décidé de mettre un peu focus sur quelques fonctionnalités que vous pouvez voir facilement et que vous pouvez constater rapidement en fait au niveau de changements sur votre interface. Donc, on va parler d'ergonomie avec les éléments sur les filtres et recherches surtout on va balayer du coup ça, en vous montrant quelques exemples vraiment des nouveautés au niveau de visualisation. À la fois, tout ce qui est données, autres que données tabulaires, en fait, données imagerie par exemple, qu'on a une interface qui pour visualiser et afficher les images et en plus, des visualisations de données en fait tout type en fait, il y a eu vraiment améliorations à ce niveau qu'on va vous présenter. Et après, Isabelle, du coup, vous présentera, du coup, au niveau des ressources partagées, les nouveautés à ce sujet. Donc, suivant, s'il te plaît. Pour la démo, je vais partager mon écran. Alors, hop, heu OpenSilex, c'est bien ça? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, mais là, on voit la visio. Voilà. C'est bon? Ouais, parfait. Voilà, du coup là, je vais me mettre sur l'instance démo de FIS, voilà, pour la démonstrer, pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités en fait. Donc, vous avez peut-être des instances qui ressemblent pas à ça. Moi, la communauté que je côtoie assez souvent, c'est FIS, du coup, voilà, mais les fonctionnalités, rassurez-vous, c'est les mêmes en fait. Donc, on voulait vous montrer déjà par rapport à l'ergonomie rapidement en fait qu'on a eu quelques mises à jour par rapport à ça. Bon, c'est beaucoup plus responsif qu'avant en fait, c'est-à-dire par rapport à la taille d'écran. Bon, si on réduit, si on agrandit, ça s'adapte beaucoup mieux qu'avant en fait par rapport à la taille d'écran.
Et du coup, au niveau des filtres et des onglets, en fait, tout est venu sur le côté, ça fait plus d'espace libre, en fait, autour, en haut surtout. Et on peut fermer ou garder le bandeau, en fait, sur le côté, pour gagner plus de place si on est sur un petit écran, ou sur un téléphone. Donc au niveau des filtres, je vais vous montrer, les filtres en même temps que je vous montre du coup, en parallèle du coup de vous présenter les nouveautés sur la visualisation. Donc là, je vais peut-être vous montrer au niveau, d'une expérimentation, par exemple. Je vais aller chercher une expérimentation. Donc avant, il y a les filtres d'expérimentation, ça apparaissait tous, au niveau en haut de la page, en fait. Du coup, là, ça maintenant, tout est rassemblé dans ce petite icône, en fait, de loupe. Bah, voilà, il faut la chercher quand même ou la trouver. Maintenant que vous savez où c'est, du coup, là, c'est voilà, on clique là-dessus et on cherche notre expérimentation sur, différents éléments. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à avant, en fait. Là, par exemple, je cherche une expérimentation, qui s'appelle, heu, je peux aller chercher sur autre chose, en fait. Je peux aller chercher sur, une expérimentation par rapport à ça, à l'espèce. Je sais que j'avais une expé avec les données sur, la patate douce. Du coup, si je cherche, sweet potato, je laisse cette expé je cherche par rapport à ça et il me liste du coup toutes les extraits avec, l'espèce sweet potato. J'en ai qu'une, ici, mais si j'en ai plusieurs, du coup, tout affiché ici. Je le sélectionne ou bah, je peux même carrément aller le prendre ici. Donc, à ce niveau, je peux aller, voilà, les onglets que vous avez en haut, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Donc, les détails de l'expert, facteurs, projet scientifique, les données et la visualisation. La visualisation, l'onglet visualisation, c'est ça qui nous présente au niveau des données qui existent pour l'expérimentation. Donc, si je clique sur visualisation, donc, je peux aller, choisir, des objets scientifiques. Je pense qu'avant, on ne pouvait qu'afficher, les données pour un objet scientifique. Ici, on a, la possibilité d'en choisir, je pense que jusqu'une dizaine, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 15, tu as le 15, symbole en voilà. haut. En haut, c'est Mmh. 15, voilà. Donc 15 objets scientifiques. Bon, je vais pas peut-être choisir 15, mais voilà, si ça bloque, ça veut dire en fait, si on clique et on coche que ça coche pas, ça veut dire qu'on a atteint le maximum, en fait. Du coup, là, je vais peut-être pas choisir, plus que 2 pour bien pouvoir, visualiser, en fait et je valide ma sélection. Et au niveau de variables aussi, c'est une nouveauté aussi qu'avant on pouvait afficher les données sur une seule variable. Ici, on a le choix de prendre 2 variables. Si je prends plus, voilà, là, ça refuse de cocher, donc ça veut dire qu'on n'a que la possibilité que pour 2 et en plus ça s'affiche ici aussi. Du coup, là, je vais, par exemple, là, pour cet expé, là, j'ai des données de rendement et j'ai des données de traitement d'image, en fait. Si je vais aller regarder, vérifier, comparer les 2 données de traitement d'image, par exemple, bah, je prends les 2 variables et je les sélectionne. Pour les dates, je laisse libre pour avoir toutes les données, qui étaient saisies pour ces variables et je visualise mon jeu de données. Donc là, on voit très bien, donc sur, des 2 axes, du coup, à gauche et à droite, on voit les deux variables qui sont affichées et on voit les 3 objets scientifiques choisis. Donc là, on peut zoomer, on peut cliquer sur une donnée et on a les informations du coup de cette donnée, qui s'affichent en JSON au niveau de provenance et de data même. Donc voilà, un exemple de filtre au niveau d'expérimentation, et on a vu, aussi quelques nouveautés au niveau de données. Je peux vous montrer aussi au niveau d'objets scientifiques, comment on choisit du coup, ouais, comment le filtre a été modifié. Là, c'est pareil, voilà, le filtre a été condensé, dans cette petite loupe. Là, je vais aller chercher un objet scientifique dans la même expé. Du coup, là, je vais chercher l'expé, j'ai vu que ça s'appelait sweet potatoes, voilà et je le prends.
Là, c'est pareil, je peux prendre 2 objets scientifiques. Mais là, je vais aller regarder les informations sur un objet scientifique. Et à ce niveau-là aussi, je peux aller visualiser mes données sur cet objet scientifique. Là, je prends une variable, pareil, une variable de traitement d'image et je laisse les dates libres encore pareil pour avoir toutes les données et je visualise. Donc, la courbe est un peu différente que l'autre. Donc là, c'est pareil, on a un point par donnée. Donc si je clique sur ce point, comme, au niveau de l'expérimentation, j'ai des informations de la donnée, saisie ou calculée. Et si on regarde bien, en fait, au niveau de data, on a, quelque chose qui apparaît, en fait, au niveau de Provius pour cette donnée. On voit très bien que son type, c'est une image. Donc, ce petit cercle, en fait, au niveau de chaque donnée, montre la même chose aussi. Quand on a cette icône, ça veut dire qu'on a une donnée autre, une image, pour notre donnée tabulaire. Du coup, si je clique sur ça, il y a une petite image qui s'ouvre ici. Donc, je peux cliquer sur les suivants. J'ai les images qui s'ouvrent. Voilà. Hop. Du coup, si je clique sur ça, je peux zoomer, je peux passer en mode plein écran. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche pas? Hop. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, je peux zoomer, voilà, et avec la flèche, je peux aller sur l'image suivante et là, ça permet vraiment de vérifier les images qui ont été rattachées à chaque donnée et aller vérifier un petit peu les calculs visuellement, si on le souhaite. Donc, voilà par rapport à l'affichage d'images au niveau des données. Je vous montre, peut-être, juste un dernier exemple au niveau de visualisation de données. Pour, par exemple, imaginons que vous avez un capteur au niveau d'une station, en fait, voilà, qui crache je ne sais pas combien de données par jour. Ben, on peut aller visualiser toutes les données de ce capteur, au niveau d'une expérimentation. Donc là, je vais sur, l'onglet data. Je vais, sur, tabular data et ici, je vais aller chercher les données, par exemple, pour une expérimentation pour laquelle je sais que j'ai des données de capteurs. Donc, j'ai plein de variables, en fait, qui ont été saisies, pour cette expé. J'en prends une, que je connais, voilà, qui a été utilisée pour saisir les données de météo, en fait. Donc je prends cette variable et là, en haut, on voit très bien, il y a un onglet qui s'affiche pour, vous proposer de visualiser les données associées à ce capteur. Je vais sur cet onglet, donc du coup, toutes les devices en plus, il y avait même pas qu'un device, il y a plusieurs devices qui ont été choisis. Là, j'enlève la date. Attention du coup à cette option, par défaut, il y a une date qui s'affiche. Du coup, là, pour avoir toutes vos données, vous enlevez la date et là, ça va nous afficher vraiment toutes les données qui ont été saisies, puisqu'on n'a pas donné de date du coup pendant toute la durée d'acquisition de ces capteurs, pour tous ces capteurs-là. Donc du coup, chaque capteur arrive, voilà, ça c'est, au niveau légende en fait, ça c'est chaque capteur, c'est avec une ligne, avec une couleur pardon et pareil que pour d'autres types de graphes, en fait, on peut zoomer sur une partie. On peut cliquer sur une donnée, les informations JSON qui s'affichent et en plus, on peut faire un clic droit sur une donnée pour y saisir, hop, soit un événement, soit une annotation pour ces données, donc avec la fenêtre qui s'ouvre. Donc je pense que j'ai fini avec, la visualisation et les nouveautés à ce sujet-là. Si vous avez des questions, sinon on garde les questions pour la fin, c'est comme vous voulez. S'il n'y a pas de, réaction, je vais reprendre la suite et
Après, il y aura un temps d'échange et de questions à la fin, si vous voulez. N'hésitez pas si jamais il y a un moment où vous voulez réagir. Il y a Nicolas qui a une question. Ah, j'avais pas vu. Vas-y, Nicolas, ou il l'a mis dans le chat peut-être, ou non? Ah oui, vas-y, Nicolas, on t'écoute. Mais on t'entend On pas. t'entend pas, je pense, Nicolas. Si c'est court, tu peux peut-être écrire dans le chat et on te répond comme ça. Mmh. En attendant que Nicolas écrive sa ah oui, et bah, du coup, comment les identifier? Tu peux les identifier avec des scripts, qui sont je sais qu'il y avait, eu, tout un travail, qui avait été fait, dessus, sur l'ancienne version avec, des scripts en R, il me semble. Heu c'est pas proposé dans FIS. Par contre, si tu les as identifiés, au niveau de FIS, tu vas pouvoir les indiquer puisqu'il y a quelque chose qu'on appelle, la confiance, la confidence en anglais là, qui va permettre de mettre une note de 0 à 1, sur une donnée, donc ce qui permet de les identifier et après sinon tu peux aussi ajouter, une annotation, qui va être un commentaire, et indiquer que c'est un outlier. Mais c'est pas, heu, les scripts d'identification, tu peux les faire tourner, sur les données qui sont dans FIS, mais c'est pas c'est la fonctionnalité n'est pas proposée dans FIS. En fait, il faut juste peut-être mentionner qu'actuellement dans FIS, à l'interface, on ne propose pas vraiment d'interprétation ou même de traitement de données. Donc là, c'est vraiment les données telles quelles en fait qui sont insérées, mais après, ça n'empêche pas que des applications ou des scripts qui viennent se brancher et font le nettoyage des données en fait. Mais c'est vrai qu'à ce stade, on n'en propose pas encore en fait. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, Oui. ouais, super. Ouais. Ouais, non, mais quand on fait l'annotation là, parce que là, parce que je pense que c'est vraiment un bon moyen d'identifier des outliers au niveau manuel, en plus des scripts. Donc, quand tu dis qu'on peut taguer avec une annotation, après cette annotation, évidemment, j'imagine qu'on la récupère quand on télécharge les données, si on veut refaire des analyses en Si interne. je dis pas de bêtises, à l'export de données, elle ressort pas. Actuellement, c'est pas le cas. Mais oui, peut-être que ça serait une bonne idée en effet qu'elle sorte avec. Bah, ouais, je pense que ça peut être dans la to-do. Mmh. Merci. Et Après je voulais. ouais. Ouais, vas-y. Là, pour l'instant, on réalise les exports de données qui sont proposés, au niveau de l'interface, hein, que tu vas pouvoir retrouver, là tu as la visualisation de tes données, de toutes tes données tabulaires, donc avec les filtres que Farzaneh a proposés et on a une fonctionnalité qui propose d'exporter. Et du coup, ça va vraiment être un export, assez brut et assez restreint, pour, la bonne raison qu'il faut qu'il soit présentable sous un format CSV, donc il faut que ce soit tabulaire. Donc vous pouvez pas mettre trop d'informations, sinon ça tenait pas en tableau. Après, on est en train de travailler, sur, des services parce que vous avez donc tous les web services, hein, qui sont accessibles, par ici pour, les personnes qui connaîtraient pas. Ça permet d'aller interagir avec la base de données, avec des web services, qui est pas forcément le plus intuitif, mais, du coup, c'est sur ces web services qu'on va pouvoir brancher derrière des packages, R ou Python. Et donc du coup, on travaille sur, des services. Là, pour l'instant, on va retrouver, l'équivalent des services qu'on va retrouver sur l'interface web. Donc par exemple, pour, les datas, on va avoir un get data qui va correspondre, à la fonctionnalité de filtre. Mais on est en train de travailler justement sur des niveaux des services de haut niveau qui vont rapporter des données, par exemple des données un peu plus croisées, récupérer toutes les données qui vont être, rattachées à un objet scientifique en fonction de son positionnement, par exemple. On sait qu'il était dans telle serre à tel moment et que les données, de, température et d'humidité de l'air de cette serre étaient à cet endroit. Bah, le but, c'est que ce service remonte ces informations-là et donc ça fait partie des choses, ta demande de remonter les annotations rattachées à une donnée, quand on récupère la donnée, ça peut faire partie des choses qu'on rajoute sur ce type de service.
Donc, ouais, c'est une bonne remarque qu'on note dans notre to-do, comme tu disais. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Non, ça a l'air bon. Du coup, après, c'est toi, Isabelle, qui reprend, c'est ça, pour les ressources Oui, tout à partagées? fait. Je prenais juste en note. Juste un petit retour par rapport à l'instance là sur laquelle Farzaneh a fait la démonstration. Donc, c'est l'instance de démo qu'on utilise depuis un petit bout de temps. On a changé l'URL pour rajouter OpenSilex et démos dedans. Et le but là, l'équipe est en train de travailler pour préparer une sandbox qui fonctionnera avec les données de cette instance-là, mais qui sera remise à zéro tous les jours et qui vous permettra d'aller tester, de rentrer des données qui seront supprimées le soir, enfin juste vraiment pour vous familiariser, découvrir et tester l'interface. Donc ça fait partie des choses dont on vous tiendra informé dès que ce sera mis en place. Voilà. Du coup, donc je vais vous présenter un petit peu le contenu des prochaines versions OpenSilex. On va balayer plusieurs fonctionnalités. Le but, c'est que ces fonctionnalités elles soient mises à disposition au premier semestre 2023. Alors, à des niveaux plus ou moins avancés. Il y aura peut-être plusieurs sorties de versions. On va voir comment on organise ça. Donc, on va vous présenter soit avec des maquettes, soit avec des instances de développement. On va un peu alterner en fonction de ce qu'on vous présente. Donc, dans ce qui sera présenté là dans les mois à venir, donc il y a un tableau de bord que vous aurez en vous connectant sur votre instance qui vous permettra d'avoir un accès rapide à ce que contient votre instance, combien il y a d'expérimentations, quelles sont les dernières données rentrées. Je vais vous montrer quelques maquettes. On a continué à avancer sur la visualisation géospatiale et on va vous montrer un peu ce qui est possible au niveau des cartes et la visualisation des capteurs notamment, ce qui va au niveau du partage et de réutilisation de ressources, donc par exemple des variables qui sont déclarées sur une instance partagée qui vont pouvoir être récupérées depuis une instance locale. Ça concernera aussi à terme les ressources génétiques, les projets, tout ce qui va être les ressources que vous souhaitez mutualiser. Et après, on vous présentera les variables multidimensionnelles et une nouvelle fonctionnalité qu'on va mettre en place qui vous permettra de vous connecter à votre instance OpenSilex avec votre LDAP grâce à la connexion de Renater. Donc, on va commencer par le tableau de bord. Donc, je vous ai mis des images d'écran. Donc là, l'idée, c'est que vous aurez cette information au moment de votre connexion à l'instance. Donc, vous voyez, on a plusieurs choses. Bon, on garde le menu à gauche. On va avoir un résumé rapide en haut avec le nombre d'expérimentations, d'objets scientifiques et les données qui sont contenues dans l'instance avec l'évolution depuis 24 heures. Donc, par exemple, là, on a vu qu'il y a une expérimentation qui a été rajoutée, cet objet scientifique et 83 données. Il y a une bande à droite avec le Twitter OpenSilex, alors qui n'était pas très actif ces dernières années, qu'on essaye de relancer un petit peu, avec notamment les informations sur les sorties de version, les nouvelles fonctionnalités, si on réalise des présentations à certains endroits, si on intervient. Voilà, donc ça vous permettra de suivre un petit peu les actualités. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner, hein. On verra si Twitter tient le coup sur, sur la prochaine année. Et voilà. Et ensuite, du coup, vous allez retrouver un système de favoris qui vous permettra d'épingler les objets scientifiques ou les capteurs sur lesquels vous allez régulièrement et qui vont vous permettre, du coup, en cliquant, d'aller directement sur la page de détails et d'information de cet élément. Donc, avec un système de je vais sur cet endroit, je clique sur la petite étoile, ça le fait apparaître dans les favoris. Et quand j'appuie sur la poubelle, parce que j'ai plus besoin d'y aller régulièrement, je le fais disparaître. Avec ensuite la possibilité de sélectionner plusieurs variables
et d'afficher les données de ces variables sur le tableau de bord. Donc ça, vous aurez une interface qui vous permettra de choisir les paramètres du graphique en disant je veux avoir les informations de la dernière année ou du dernier mois ou de la dernière semaine ou du dernier jour en fonction de la fréquence de captation de la variable que vous souhaitez surveiller. Et vous pourrez choisir aussi, pareil, est-ce que je veux avoir les informations de tous les instruments qui vont mesurer cette variable ou est-ce que je veux surveiller un instrument en particulier. Donc ça vous permet au moment de la connexion d'avoir une vue rapide de qu'est-ce qui est disponible dans l'instance. Ensuite, la visualisation géospatiale. Donc, on a rajouté, on a consolidé parce que la version qui était délivrée sur vos instances actuelles comportait pas mal de bugs sur la création des zones temporelles et structurelles. Donc ça a été corrigé. On a rajouté des filtres et la visualisation spatiale des différents capteurs qui sont au sein d'une expérimentation. Le mieux, c'est de vous montrer. Donc là, c'est une instance de test, hein. Ce n'est pas encore disponible sur les instances qui sont en production. Donc, si je vais sur une expérimentation dans laquelle on a rentré des données, donc qu'on a appelé map test, c'est pratique. Donc, la visualisation géospatiale se passe au niveau de l'onglet map. Donc, pour rappel, on va avoir quelque chose à voir à partir du moment où on a des objets scientifiques rattachés à cette expérimentation qui ont des coordonnées géospatiales. Et du coup, la carte va se centrer autour des coordonnées des objets scientifiques de cette expérimentation. Donc, vous pouvez voir, donc, en bleu, on va avoir les objets scientifiques qui sont contenus dans l'expérimentation. On va avoir la visualisation aussi de zones structurelles et de zones temporelles. Et on va avoir la visualisation des différents capteurs. Donc, tout ce qui est affiché est indiqué sur la partie gauche de l'écran. Et on va avoir la possibilité de dire, je veux, par exemple, je veux afficher que les zones temporelles. Donc, j'enlève les zones pérennes. Et au niveau des instruments, je n'ai pas forcément envie de voir les stations, mais par contre, je voudrais voir juste les capteurs d'humidité. Donc, voilà, je vais savoir que mes capteurs d'humidité sont situés à ces endroits-là. Et ensuite, on va avoir la possibilité de récupérer des informations. Donc, en cliquant, je vais avoir le nom de mon capteur et son type. Et je vais pouvoir savoir à quel moment il va être enlevé. On a la possibilité donc de suivre les différents événements. Donc, les événements, ça correspond aux zones temporaires, avec par exemple là, ici, j'ai eu une inondation. À cet endroit-là, j'ai eu un traitement. Ici, on a eu un incident. Donc voilà, on va avoir la possibilité de visualiser géographiquement tout ce qui s'est passé au niveau de l'expérimentation. Et si on affiche plutôt les zones pérennes, on va pouvoir avoir les informations rattachées à cette zone. Donc ici, on est sur une zone qui est inondable. Ça tombe bien, on constate qu'il y a une inondation. Ici, je vais avoir une zone avec un vent particulièrement fort, donc une zone de vent. Voilà, on va pouvoir avoir la possibilité de visualiser ces différentes zones et d'en ajouter avec la possibilité de dessiner sur la carte. Bon, là, je dessine un peu au hasard. Et de pouvoir choisir soit une zone structurelle donc qui sera permanente. Donc là, ça va plus être la caractérisation du sol ou des risques comme l'inondation. Et les zones temporelles où on va pouvoir déclarer les différents événements qui ont pu être réalisés sur cette zone. Et enfin, on a la possibilité de réaliser des filtres sur les objets scientifiques. Donc, par exemple, là, j'ai plusieurs objets scientifiques. J'ai envie de savoir lesquels sont rattachés à cette variété et à ce niveau d'irrigation. Je vais avoir la possibilité de les afficher sur ma carte. Ah mince, je suis en hop. Et de pouvoir aller récupérer des informations sur ces objets scientifiques. Donc là, j'ai le nom de mon objet scientifique, son niveau de facteur, son germplasme. J'ai la possibilité de récupérer les coordonnées géospatiales. Et voilà, je vais pouvoir interagir avec la carte. Je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités géospatiales. S'il y a des réactions dessus, n'hésitez pas, sinon je continue.
Juste pour peut-être rajouter, Isabelle, on peut aussi exporter la carte en PNG, JPEG. Tout à fait. C'est ici, hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Et en shapefile aussi, si jamais vous Mm. avez besoin de rentrer ça après, derrière, dans ArcGIS ou des choses comme ça. Est-ce qu'une importation de zones, enfin voilà, de certaines cartes, par exemple une carte des sols, c'est possible? Pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, c'est un peu plus compliqué à importer qu'à exporter. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Il me semble que j'avais ouvert un ticket, ça date un peu, donc Isabelle, tu vas peut-être me corriger. Je crois que là, on peut exporter un WKT que pour un objet à la fois, mais si tu en sélectionnes plusieurs, tu peux pas récupérer le... Ou alors c'est le GeoJSON pour un lot d'objets scientifiques que tu peux pas récupérer via la carte. C'est pas ça? Ah oui, j'ai revu ton ticket l'autre jour en faisant du tri et je me suis dit, ah tiens, il faut qu'on le remonte celui-là. Ok. Donc, tout à fait. C'est pas fait, mais par contre, du coup, en fait, on a quelqu'un qui a rejoint l'équipe et qui travaille vraiment sur le sujet de la carte. Et je lui disais justement qu'il fallait qu'on passe un peu en revue les différentes demandes qu'il y avait par rapport à ça. Donc, il y a des chances que ça passe dans les points qui seront étudiés. Super, c'est une bonne nouvelle. Merci. Et pour l'instant, du coup, effectivement, si tu veux récupérer la géométrie de tes objets scientifiques, tu es obligé de passer par l'export depuis la liste, quoi. Ce qui est moins pratique. Ok. Donc, en tout cas, je note, tu vois, ça faisait partie du travail d'étude des tickets de relancer pour voir si c'est toujours attendu. Donc, je note que c'est toujours attendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant la carte? Ça a Du l'air coup, bon, il n'y a personne on qui va a levé la main. continuer, ouais. Hop, et je crois... Ah oui, il y a les ressources partagées. Alors là, du coup, pareil, on va passer sur de la présentation maquette, puisque du coup, le développement est toujours en cours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accéder aux ressources partagées depuis une instance locale. Donc, par exemple, si on a une ressource, Phénome dans laquelle il y a plusieurs variables ou plusieurs germplasmes qui ont été déclarés, l'intérêt, c'est de pouvoir, depuis votre instance, aller consulter ce qu'il y a dans cette instance partagée, donc pour éviter de déclarer une variable qui a déjà été déclarée quelque part. Et surtout derrière, de pouvoir rapatrier cette variable dans votre instance, ce qui évite de le faire soit là pour l'instant, soit ça se fait à la main avec un risque d'erreur, soit on propose des scripts qui font ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que de le faire directement depuis l'interface. Donc, je vais vous présenter les maquettes sur lesquelles on va se baser pour réaliser le développement. Hop. Donc, du coup, l'idée, c'est de vérifier, donc ce que je disais, de vérifier. Vous voyez mon écran, c'est bon, hein? Ouais, nickel. Donc, de vérifier l'existence d'une variable partagée sur l'instance locale. Donc, du coup, là, je suis sur une instance, on a mis FIS, mais ça peut être une instance Symphonia, une instance 16, peu importe. L'idée, c'est d'aller donc au niveau du menu des variables. Et vous voyez qu'on a un nouvel item source. D'ailleurs, c'est des maquettes qui ont été faites sur l'ancienne interface, je me rends compte. Donc, qui permettra donc de sélectionner la source dans laquelle on va vouloir aller vérifier la présence de variables. Et donc, du coup, on va pouvoir donc filtrer donc sur le filtre source et aller avoir sa liste d'instances partagées. Donc, en fonction de votre instance, des projets auxquels vous êtes rattaché, vous pourrez avoir juste une instance ressource ou avoir plusieurs instances ressources si vous travaillez sur différentes thématiques. Donc, si par exemple, on sélectionne l'instance Phénome, on va pouvoir filtrer et indiquer. Alors, on va pouvoir rajouter aussi des filtres au niveau de la recherche avancée. Est-ce qu'on veut rajouter, on retrouve les filtres classiques sur l'entité, la caractéristique, la méthode, l'entité d'intérêt. Et donc, du coup, filtrer et
visualiser ce qui va exister dans cette instance partagée. Et donc là, ce qu'on n'a pas encore mis en place sur la maquette, mais qui sera rajouté, c'est de pouvoir donc avoir des informations sur la variable avec une modération. Quand quelqu'un crée une variable sur une ressource partagée, qu'on puisse que cette variable puisse être validée par un modérateur avec des commentaires, qu'on puisse avoir des variables privées qu'on ne souhaite pas partager. Et derrière, de pouvoir sélectionner la variable et la rapatrier dans son instance et qu'elle apparaisse directement dans l'instance. Donc voilà, ça fait partie des grandes nouveautés qu'il y aura en 2023. Et je vais te passer la main, Gabriel, pour les variables Ouais, multidimensionnelles. Je te laisse partager ton écran, ce sera peut-être plus ouais, ouais. simple. Peut-être avant, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Sur le partage de variables, on avait fait remonter il me semble, hein, Arnaud, tu me corrigeras, mais il y a quelques temps, quelques petites remarques aussi, puisqu'il y avait eu l'opportunité de faire quelques pré-tests. Donc, notamment parce que des fois, ça crée des entités avec les mêmes noms, etc., quand on importait des variables. Je ne sais pas si, enfin voilà, si ça sera bien pris en compte dans la nouvelle version. Oui, sûrement. J'avoue que faudrait demander à la personne qui est dessus en ce moment parce que j'ai pas le détail. Je sais pas si quelqu'un a plus de détails que ça. Il faudra voir, c'est Valentin qui travaille là-dessus, donc quand il va reprendre le travail, parce que là, il est en congé là cette semaine, mais ça fait partie, on pourra vérifier qu'il a bien tout le périmètre en tête, ouais. Je pense que de toute façon, là, on avait vraiment un travail de maquette. Il y a un 1er développement qui a été fait. Là, l'idée, c'est qu'ils reprennent le développement en main et je pense qu'il y aura encore des séances de présentation et d'échanges avec des utilisateurs pour avoir vos retours justement sur les fonctionnalités proposées et les alertes. Donc, on vous sollicitera sûrement. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de participer à ce genre d'échange. Par rapport à la modération, il y a déjà une organisation qui est prévue ou comment ça va se passer exactement? Non, ça va plus se faire au niveau une réflexion au niveau de chaque instance ressource, d'identifier les personnes qui travaillent beaucoup sur cette instance et de trouver, de trouver déjà des personnes volontaires. Et après, du coup, dans la réflexion qui avait été menée, l'idée, c'était de rajouter des profils sur l'instance ressources, avec des profils, en fonction du profil, les personnes pourront soit ajouter des variables, soit être modérateurs et pouvoir modérer. Donc justement, dans la modération, il y a tout un process que j'ai pas présenté là, mais du coup, où on va pouvoir soit valider directement la variable, soit faire un retour en disant: «Bah, tiens, là, il y a cette entité, c'est pas très précis ou on peut peut-être l'améliorer». Enfin voilà. Mais du coup, je pense que c'est après, il y a ce qu'on va proposer, d'un point de vue informatique avec la régulation, avec, les groupes et les droits de chaque, utilisateur. Et après, il y a aussi une organisation, de projet autour de l'instance et ça doit être, ça doit être animé par, par, la personne avec qui, vous travaillez, sur OpenSilex et puis le groupe utilisateur avec lequel, vous travaillez, quoi. J'ai répondu à la question ou? Oui, oui, tout à fait. Merci. OK, super. Ok. Donc du coup, je vais prendre la main pour vous présenter les variables multidimensionnelles. Donc c'est aussi un travail en cours qui a pas mal avancé, mais sur lequel il reste des développements à faire. Donc pareil, ça arrivera premier trimestre 2023 sûrement. Donc je peux vous faire une démonstration. On se retrouve ici sur le menu variable classique, mais on voit qu'il y a un onglet en plus. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer
la création d'une variable, on voit ici qu'on peut cocher cette case pour changer le type de la variable et passer sur une variable multidimensionnelle. Donc, pour expliquer un petit peu ce à quoi ça correspond, on avait pris un exemple qui était le fait de récolter des effectifs d'adventices sur des parcelles. Donc, ce qu'on va avoir en général dans le tableau de données, c'est qu'on va avoir une colonne avec l'espèce concernée, puis à côté, une colonne avec l'effectif correspondant. Donc, dans le fonctionnement jusqu'à maintenant, la seule façon de faire ça, c'était de créer une variable par espèce en disant c'est l'effectif de liseron, par exemple, sur ma parcelle. Là, en fait, on donne la possibilité, avec les variables multidimensionnelles, de créer une variable qui a 2 dimensions. Une dimension qui est l'espèce de mon adventice et une autre dimension qui sera l'effectif. Donc après, il y a quand même le reste des informations générales. Donc ici, je vais dire que mon entité, c'est tac, 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 il ne faut pas que je me trompe. Ma parcelle, je crois que c'est ça. Tac, tac. La caractéristique, c'est, je crois que j'avais un truc effectif. Ah non, oui, voilà, c'était ça, c'était effectif. Et du coup, adventice. Je n'avais pas créé adventice. Hop. Hop. Donc, on a l'effectif d'adventice. Donc, on peut dire que c'est un counting. On va dire qu'on a juste compté. Voilà. Et l'unité, c'est sans unité. Donc, cette partie-là ne change pas. Ensuite, on va cocher ici la case pour dire que c'est multidimensionnel et on va pouvoir récupérer en fait des dimensions qui ont été créées par nous ou par d'autres personnes. Donc ici, je vais récupérer la dimension effective et il me faut en plus une dimension adventice. Donc, je vais dire plutôt espèce d'adventice. Hop. Et le type de données du coup pour l'espèce d'adventice, ce sera du texte. Donc, hop, je crée ma variable. Donc là, je vais créer la variable et ça fait que au niveau de la donnée, donc là, je vais vous montrer des données que j'ai déjà importées sur une autre variable qui est assez similaire. Donc, c'est des effectifs d'insectes. Donc, c'était ce que je t'avais montré, Philippe, la dernière fois. Et ici, on a du coup des fonctionnalités de recherche supplémentaires. Donc, je vais chercher par variable et je veux retrouver en fait ma variable multidimensionnelle. Donc, ici, je vais cocher multidimensionnel. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Ça doit être Nicolas. Oui, il faudrait que tu coupes, Gabriel, parce que c'est toi qui Ouais, tu peux couper. Ouais, je l'ai coupé. Merci. Donc, je fais ma recherche et ici, on voit que j'ai mes variables multidimensionnelles sur lesquelles il y a des données qui ressortent. Et donc, je vais pouvoir sélectionner ma variable, valider la sélection. Hop. Et là, quand je recherche, ça va me sortir les données qui sont liées à ma variable multidimensionnelle que je viens de chercher. Et donc, on voit que là, j'ai juste 2 dimensions que j'avais appelées juste dim1 et dim2. Mais on voit voilà, qu'il y en a une qui correspond à du texte, l'autre qui correspond à un chiffre à virgule. Ça change aussi, du coup, forcément, le CSV d'import. Donc, quand vous déciderez de générer un CSV, en fait, si vous sélectionnez une variable multidimensionnelle, vous aurez un CSV d'import qui n'est pas exactement le même. Donc, si je prends la variable que j'ai créée pour juste là, celle-ci, je valide la sélection. Hop. Et il va falloir que je change.
Il faut que je change de façon de partager, sinon vous ne pourrez pas voir. Hop, hop. Et là, quand j'ouvre, hop, voilà, hop, j'ouvre le fichier. Et donc, vous pouvez voir ici que on retrouve les colonnes habituelles, donc ma target, ma date, et ensuite ici, au lieu d'avoir une seule colonne pour la variable, on a bien 2 colonnes qui correspondent aux 2 dimensions. Donc, on voit ici qu'on a la dimension effectif et la dimension espèce d'adventice. D'ailleurs, j'ai dû faire une faute de frappe. Avec donc bien ici un effectif en décimal pour le coup, et ici le nom de l'espèce qui est en short string. Voilà. Donc ça devrait arriver début d'année prochaine. On vous fournira sûrement des aides à la décision pour décider de ce qu'est une. Est-ce que quelque chose est une variable multidimensionnelle ou est-ce que c'est seulement plusieurs variables monodimensionnelles qui ne sont pas vraiment directement liées entre elles. Donc, pour vous donner un exemple de variables qui ne sont pas forcément liées entre elles, on va dire j'ai des données météo, donc une donnée sur le vent et une donnée sur le rayonnement solaire. Elles sont compréhensibles l'une sans l'autre. Donc, il y a pas besoin en fait de faire une variable multidimensionnelle avec ça. Alors que ici, dans la variable que j'ai créée tout à l'heure, si on n'a qu'une seule des dimensions, donc si on a juste effectif et qu'on ne sait pas de quelle espèce c'est, en fait, l'information ne sert plus à rien. Et au contraire, si on a juste l'espèce, mais qu'on n'a pas l'effectif correspondant, ça aide pas beaucoup non plus. Donc c'est vraiment, voilà, il faut faire attention à pas se tromper à ce niveau-là. Et donc on vous donnera des aides à la décision pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Moi, j'avais une question. C'était justement sur les espèces, les noms d'espèces, parce qu'il y aurait un intérêt aussi à ce qu'on ait un vocabulaire un peu contrôlé là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas liseron avec un S et liseron avec un Z parce qu'on a fait une faute d'orthographe. Ouais. Et du coup, est-ce que la variable peut être un peu de type liste ou enum ou des choses comme ça pour C'est pas le cas pour l'instant. C'est quelque chose qui est déjà remonté quelques fois, donc qui va sûrement être rajouté à un moment. Et d'ailleurs, pas que pour les variables multidimensionnelles, mais pour l'instant, c'est pas encore en cours. Donc, on n'a pas d'échéance là-dessus, quoi. Je peux juste compléter, en fait, l'espèce qu'en tant que germe place vraiment comme ressource génétique a été recensé autrement, en fait. Donc, du coup, il est bien défini, en fait, sur l'instance partagée, ou Oui. même, voilà, avant d'aller définir sur chaque instance, on peut aller vérifier l'instance partagée en attendant la mise à disposition de redirection, en fait, depuis chaque instance vers l'instance partagée. Donc là, c'est vraiment ce qu'on propose vraiment, conseille vraiment fortement, en fait, aux utilisateurs, en fait, d'aller chercher vraiment dans l'instance partagée les ressources génétiques recensées. Par contre, quand on parle d'espèces pour juste donner un nom dans une variable, bah, du coup, là, il n'y a pas de contrôle derrière, en fait, pour le moment. Mais quand l'espèce est entendue comme une ressource génétique, elle est bien identifiée avec voilà, avec la bonne orthographe et l'URI derrière. Ouais, Et ouais. après, au niveau de la variable, on peut définir la variable, pareil, hein, on n'est toujours pas dans la variable multidimensionnelle, mais dans tous les cas de variables, on peut rattacher une variable à une ou plusieurs espèces.
C'est quelque chose qui est proposé au niveau de la variable. Et là, on arrive sur la liste des espèces qui sont présentes dans l'instance. Donc, pareil, du coup, là, c'est la vigilance et notre accompagnement quand on déploie une instance, c'est de voir avec vous de quelles espèces vous avez besoin, qu'est-ce qu'on met en espèces de base que vous allez utiliser régulièrement, est-ce qu'elles proviennent d'une instance partagée, enfin voilà. Et ça, justement, cette homogénéisation, elle va être organisée comment? Parce qu'en fait, assez rapidement, il va falloir, si on rentre les données, il faudrait qu'on arrive à se mettre un peu d'accord sur ces listes-là. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas de l'informatique, hein, mais c'est directement en lien quand même. C'est-à-dire que avec Vincent, par exemple, c'est très clair que la plupart des adventistes qu'on va noter vont être les mêmes, et ce serait un peu dommage qu'on utilise des noms différents, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Après, voilà, pour l'instant, il y aura pas vraiment de mécanisme automatique, donc ça va être vraiment sur la vigilance pour essayer de se coordonner oralement, se mettre d'accord, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à terme, ça pourrait être bien qu'il y ait pour les variables multidimensionnelles un, un mécanisme un peu qui permette voilà, de contrôler une liste de choix et ce genre de choses-là. Bah, ça concerne les variables multidimensionnelles et les classiques, hein. Après, du coup, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de mettre en place des groupes de travaux partagés par groupe d'utilisateurs. Et par exemple, au niveau de Phénom et des instances des plateformes champs, il y a eu un travail mutualisé. Philippe, je ne sais pas si tu as envie d'en dire 2 mots. On ne va peut-être pas développer trop dessus, mais de réflexion sur comment est-ce qu'on déclare les variables, quelles entités on met, à quoi on les rattache. Et une fois ce travail fait, nous, on est là pour accompagner, pour remplir et dans l'instance partagée et dans les différentes instances qu'ils vont utiliser. Et après, on s'est quand même retrouvé avec des cas d'utilisateurs qui avaient déjà saisi des données parce qu'il y a un moment où on veut aussi utiliser et du coup, on déclare à sa manière. Et là, nous, on travaille aussi sur des manières de rapprocher de concepts ou de entités dans une instance à une autre et de dire, on va utiliser une liaison sémantique qui s'appelle le same as et qui va permettre de dire, en fait, là, on parle de la même chose. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir. On ne l'a pas mis dans les nouveautés 2023 parce que ça n'arrivera pas début 2023. Mais par contre, c'est quelque chose auquel toutes les communautés utilisatrices d'OpenSilex y sont confrontées. Donc, de toute façon, on va y venir. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu. Oui, bien sûr. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut on ne tarde pas trop à faire ce Oui. travail-là. Et en effet, après, on peut comparer si c'est un peu trop tard et qu'on a déjà saisi des choses, on peut comparer les variables et se mettre d'accord sur la synonymie. Ça, on n'y coupera pas. Après, même si ce n'est pas déclaré tout à fait de la même manière, l'important, c'est que déjà le sens soit clair. Je pense que l'important, c'est déjà d'être cohérent, ne serait-ce qu'avec soi-même et d'avoir toujours d'avoir un schéma de déclaration qui reste homogène. Et après, on pourra effectivement rattacher. Mais l'important, c'est que surtout les utilisateurs d'une instance se retrouvent dans ce qu'ils déclarent, que ce soit clair pour eux. Le but, c'est quand même, on a une application, il faut qu'elle soit utilisable, quoi. Oui, je suis d'accord, notamment par rapport au nom d'espèce. Si par exemple, il n'y a que les noms latins, alors que quand on saisit, on a plutôt tendance à donner les noms, ça pose un problème, quoi. Oui. Sur les espèces Marie-Noël, je sais que dans un projet, j'ai vu des gens, ils déclarent les espèces par des codes internationaux, une nomenclature internationale. Ça peut être une solution, ça, par exemple, il me semble. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que selon la nomenclature que tu utilises, tu vas avoir une nomenclature plus ou moins précise.
Et des fois, enfin, notamment au niveau des adventices, des fois, jusqu'à l'espèce ultra précise, on va plutôt donner une famille. Donc, il y a tous ces problèmes-là aussi. D'accord. D'ailleurs, je me permets... Ah, pardon. Ouais. J'ai coupé Ce qui est justement intéressant, c'est de pouvoir faire le lien avec ce genre de liste. Mais pour ça, donc, il ne faut pas rentrer le nom de l'adventice dans la variable multidimensionnelle, mais bien enfin, son code, le code correspondant à la nomenclature, quoi. C'est un peu ça l'idée. Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me permets aussi de faire cette remarque. Donc c'est vrai pour les adventices, mais sûrement aussi pour d'autres espèces. Ce sera mieux en général d'utiliser le nom latin parce que, par exemple, tout à l'heure on parlait de liseron. C'est en réalité plusieurs choses différentes derrière. Donc, on peut avoir plusieurs noms latins pour un même nom vernaculaire ou inversement, plusieurs noms vernaculaires pour un même nom latin. Donc, de manière générale, je pense que ce sera mieux pour ces choses-là de prioriser le nom latin quand c'est possible, quoi. Juste une remarque en fait par rapport à ça, autant pour les espèces cultivées, peut-être que du coup le technicien qui s'occupe des notations, il connaît très bien peut-être le nom de l'espèce cultivée, mais celui qui va faire le relevé d'adventice sur le terrain, le coquelicot, il le note coquelicot. Donc voilà, il faudra après quand on est au niveau de variables multidimensionnelles, en fait, le nom de l'adventice normalement n'apparaît pas dans la variable. C'est une donnée en fait le nom d'adventice. Du coup, là, il faudra aller fouiller au niveau des données, en fait, comment on peut homogénéiser, en fait, la recherche de données, en fait, la fouille de données parmi ça. Normalement, quand on est en multidimensionnel, on dit relevé adventice, qui est le nom de notre variable, et du coup, les éléments sont nom d'adventice et son effectif. Donc, ça vient au niveau de données même, en fait. Allez, voilà, il faut pas que cet outil devienne un outil de complexité ou voilà, pour compliquer la vie des observateurs, des techniciens et ceux qui notent vraiment en fait les informations. On vous rassure d'ailleurs, dans la plupart des cas, vos variables, enfin les variables que vous avez déjà restent des variables classiques, monodimensionnelles. C'est juste qu'on rajoute cette fonctionnalité en plus parce qu'on avait certaines personnes qui avaient des difficultés à rentrer leurs données. Donc c'est vraiment, si vous n'avez jamais rencontré ce genre de difficulté-là, cette fonctionnalité, c'est probablement que vous n'en avez pas besoin. Mais il y a peut-être des personnes qui se reconnaissent un peu dans ce problème-là et qui se disent ah c'est vrai, j'ai des données que j'avais un peu du mal à rentrer dans OpenSilex à la base, quoi. Juste pour compléter ça, je pense que le besoin était venu en fait au moment vraiment pour les essais en agroécologie, quand on va vraiment sur le terrain pour les notations de biodiversité, ce genre de choses en fait. Donc du coup, on va sur le terrain, on n'a pas vraiment la connaissance des espèces qui peuvent exister. Du coup là, faire une variable séparément pour chaque chose, on ne sait même pas si ça va exister ou pas. Du coup, ça a été vraiment mis à disposition pour ce genre de variables et de données. Voilà. Après, dans tous les cas, je pense que, alors, je regarde mes diapos, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette question-là. De toute façon, on reviendra dessus quand la fonctionnalité sera prête. Je vois que le temps avance pas mal, donc on va peut-être passer sur la suite. Je vais vous présenter donc une autre. Oui. Gabriel, excuse-moi, dans la discussion aussi, il y a eu le retour de Xavier qui disait que ce serait intéressant d'avoir ces listes qui permettent de valider en fait des valeurs par rapport aussi aux propriétés des objets scientifiques. C'était juste pour noter la réflexion. Ok. Et pas que pour les variables. Ok. Oui, où est-ce que j'en étais? Je me suis perdu du coup. Oui, du coup, c'est noté pour cette remarque. La connexion est naturelle, du coup. Voilà, je vais vous présenter
une nouvelle modalité en fait de connexion. Donc vous voyez ici, c'est peu ou prou l'interface de connexion que vous connaissez, même si vous êtes en dehors de FIS. Donc vous voyez ici en fait qu'il y a un nouveau champ qui apparaît, qui permet en fait de faire une connexion par Renater. Donc ça renvoie sur cet écran de la fédération Renater que vous devez sûrement connaître. Donc vous pouvez sélectionner l'INRAE, choisir qu'on se souvienne de vous aussi. Et ici, vous pourrez rentrer votre LDAP pour vous connecter. Et j'ai un problème. Tac, tac, tac. J'ai du mal faire quelque chose sur une étape. Je vous assure que normalement, ça marche. J'ai testé ce matin, ça marchait. Du coup, je ne pouvais pas tester. C'est Mais parce que c'est ton LDAP, il est en minuscule normalement, non? Ah, c'est possible. Ou alors, c'est aussi possible que je me sois trompé dans le mot de passe et que ce soit pas le bon qui soit enregistré. Je le fais à côté, histoire de pas vous montrer mon LDAP. Non, ça marche pas. J'ai du mal à enregistrer mon LDAP, mais à la limite, si Je peux le faire sur mon... Ouais, si tu veux montrer, vas-y. Attends, faut juste que j'arrive. J'en profite pour dire aussi... Ah, j'ai une coupure. Mince. Bon, sinon, c'est pas grave, hein, tout le monde. Ça finira par marcher, on en doute pas. Tu nous entends en fait? J'ai l'impression que du coup. J'ai eu un problème de connexion, ouais. C'était un peu figé, ouais. Ouais, bon. ouais. Ça doit être bon, Isabelle, vas-y, réessaye. Ah! Isabelle est déconnectée. Ouais, je crois qu'il y a eu une perte de connexion de notre côté, ouais. Prends peut-être la suite, Gabriel, du coup. Je vais prendre la suite. Ouais. Continue, ouais. Je me suis juste perdu dans mes différents onglets. Donc oui, on a enregistré, donc si jamais, pour ceux qui doivent partir avant la fin, on pourra vous transmettre la vidéo. Hop. Hop. Tac. Donc je reprends, on en était à Renater. Hop, je passe à la suivante. Donc après ça, vous m'entendez tous comme il faut? Ok. C'est bon, ouais. Donc je vais vous parler rapidement de Mantis. Donc je vais partager mon écran. Donc c'est l'outil à privilégier pour faire remonter les problèmes que vous rencontrez avec OpenSilex. L'idée, c'est que l'avantage de passer par Mantis, c'est que en fait vous pouvez déclarer votre bug. Ça crée une sorte de ticket comme vous pouvez connaître peut-être sur Ariane ou des choses comme ça. Et vous pouvez en fait vous abonner à ce ticket pour recevoir des messages et être tenu au courant en fait de l'avancée qu'il y a dessus. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre comme ça l'évolution du traitement du problème que vous avez eu. Donc c'est une seule interface pour tout le monde entre les différentes implémentations. Donc Sixteen, Symphonia, Sonagri, FIS, MDB, vous pourrez tous travailler sur cette instance-là. Nous, derrière, on va prendre en charge les problèmes que vous déclarez.
et assigner des personnes dessus qui vont être chargées, peut-être des fois d'approfondir avec vous pour qu'on puisse reproduire le problème, de voir avec l'équipe de développement qui peut prendre en charge, et ensuite de revenir voir avec vous à la fin pour vérifier que votre problème est bien résolu. Donc à ce niveau-là, j'ai mis 2 liens. On vous partagera les diapos. Il y a à la fois le lien pour Mantis même. Donc je vous montre juste peut-être rapidement pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc là, je suis sur mon affichage personnel. Vous aurez peut-être pas exactement la même chose puisque j'encadre un petit peu plus le truc. Vous pouvez ici donc rapporter une anomalie et on vous proposera de choisir est-ce que c'est une assistance, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est une évolution qui est nécessaire ou quelque chose de général si vous savez pas trop dans quelle catégorie le mettre. Donc disons par exemple qu'on a rencontré un bug. Vous pouvez préciser si c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. Si c'est quelque chose qui n'arrive que de temps en temps, de façon aléatoire, donc ce genre de choses. Vous pouvez un peu remplir la sévérité et la priorité, mais en général, c'est de toute façon, on repassera derrière pour voir, comparer par rapport aux autres bugs en cours et voir quelle est l'importance à ce niveau-là. Vous pouvez l'assignation, c'est sûrement nous qui la ferons aussi. Vous pouvez donc mettre un résumé très rapide. Donc c'est une sorte de titre en fait pour votre demande pour votre rapport de problème. Mettre une description plus complète où là vraiment vous remplirez tout le détail pour reproduire le problème que vous aviez, ce genre de choses. Voilà, les étapes de reproduction, des informations complémentaires si besoin. Vous pouvez préciser votre instance sur laquelle c'est arrivé. Nous, on pourra compléter, par exemple, pour dire que ça arrive sur toutes les instances. On pourra tester sur d'autres instances pour vérifier. Vous pouvez donner l'information aussi de votre navigateur, puisqu'il peut arriver que des problèmes d'interface ne soient présents que sur certains navigateurs. Et vous pouvez aussi préciser dans quel projet vous êtes, donc par exemple Sifsin, et ici on va dire que je suis sur Google Chrome. Vous pouvez aussi rajouter des fichiers, donc je pense notamment si vous avez des problèmes d'import, vous pouvez mettre ici votre CSV d'import qui ne passe pas. Comme ça, ça nous permet de l'avoir directement et de tester pour vous différentes choses pour voir quel est le problème. Ensuite, vous soumettez l'anomalie. Alors, ouais, là, j'ai rien écrit. On va faire voilà. Vous soumettez l'anomalie. Et vous avez ici, donc on voit que c'est moi qui ai créé cette anomalie. Elle pourra être assignée à quelqu'un qui sera responsable de s'en occuper. Donc, dans un premier temps, ce sera sûrement soit Farzané, Isabelle, Arnaud ou moi qui prendront dans un premier temps en charge ces demandes. Et voilà, vous avez le titre que vous aviez rempli, un certain nombre d'informations, et vous pouvez en fait ajouter des notes en dessous pour dire par exemple j'ai oublié de préciser blablabla. Voilà, on peut donner d'autres précisions, on peut rajouter un autre fichier, voilà, tout ce genre de choses là. Et les personnes qui ont choisi en fait de suivre, donc c'est ici un surveillé, qui ont choisi en fait de surveiller ce rapport, recevront des messages à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Donc par exemple une personne qui a mis une note, ou le fait que ce soit pris en charge par quelqu'un, ou à la fin le fait que ce soit résolu. Donc par exemple ici, je peux dire que cette erreur, elle a été traitée. Voilà. Donc c'est assez complet à ce niveau-là. Ça permet de bien gérer ces problèmes.
Et pour compléter ça, j'ai fait un guide qu'on vous mettra à disposition. Donc là, il y a le lien. Le guide est assez simple avec des captures d'écran, tout ce qu'il faut à disposition pour bien apprendre à utiliser l'outil. Ensuite, je vais faire un retour sur les permanences. Donc, les permanences OpenSilex maintenant sont collectives. Donc, toutes les personnes qui assistent là à la réunion, vous pouvez tous venir aux permanences. Elles sont hebdomadaires, même si de temps en temps on saute des semaines. De toute façon, on vous préviendra des horaires à chaque fois. Donc, l'idée, c'est que il y aura une ou plusieurs personnes qui seront à disposition sur Zoom pour répondre à vos questions si vous avez des problèmes. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez venir nous voir pour nous dire, voilà, je sais pas exactement comment nommer mes objets scientifiques ou comment créer ces variables, et on va travailler avec vous sur ces choses-là. Donc voilà, on peut réfléchir à différentes choses, comment rentrer les objets, enfin, quels objets scientifiques créer, est-ce que vous avez besoin de nouveaux types d'objets scientifiques peut-être, ce genre de choses-là. Et c'est pour tous les profils utilisateurs, hein. Donc n'hésitez pas à venir. Et vous pouvez aussi nous prévenir à l'avance si vous désirez discuter de quelque chose en particulier lors d'une permanence qui pourrait intéresser d'autres utilisateurs. Donc, par exemple, vous avez envie de discuter de la formalisation des variables, vous pouvez nous le dire et on transmettra à tout le monde pour voir si d'autres personnes sont intéressées pour participer à la discussion et avoir cette discussion à ce moment-là. Voilà, donc les permanences, on est bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, c'est bon, on a fait le tour, je crois. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai juste une question là sur les permanences. Il y a uniquement sur le mail qu'on sait quand il y en a eu, quand il y en a et l'horaire, ou il y a un endroit où elles sont, je sais pas, enfin un autre Non, outil quoi que le mail. non, c'est par mail. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'autres outils. Et le mail, c'est toi qui l'envoies Tu as une toujours? Je idée, sais plus. Philippe? Bah, je sais pas, non, ça peut être un truc Mattermost ou ce genre de choses là. Alors, Oui, bah, oui, s'il y a d'autres outils que les mails qui vous conviennent, on pourra rajouter, hein. Faites ouais, des complètement. propositions. Nous, on a déjà un Mattermost pour Sixteen, donc je peux faire passer l'information à ce niveau-là. Mais du coup, oui, je peux peut-être trouver, voilà, faire un truc sur Mattermost avec toutes les personnes qui sont concernées quoi par les permanences et peut-être prévenir à ce niveau-là aussi, ouais. C'est tout à fait possible. Et il y a que Sixteen qui a un Mattermost pour l'instant ou? Ouais, on a fait un pour Sixteen, notamment parce que il y a pas mal de personnes qui sont c'est comment ça s'appelle, responsable données stratégiques, RDO, ouais. RDO, ouais. Et qui du coup utilisent déjà Mattermost dans ce cadre-là. Donc on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée de l'utiliser. Mais en soi, si vous voulez étendre, en faire aussi pour les autres communautés, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Ouais, bah, faudrait même Bah, voir si ça si. vous convient, que ça peut compléter les mails, pourquoi pas, Philippe, hein, il n'y a pas de souci pour Ouais, utiliser bah, un. après, c'est quoi votre retour d'expérience du coup sur le Mattermost 16? Ça fonctionne bien ou finalement, bon, c'est un canal de plus, mais Alors en que fait, à la personne. base, il avait été lancé d'abord une première fois. Il n'a pas été super utilisé. Mais lors d'une réunion récente, on l'a relancé, mais ça fait pas très longtemps quoi. Et on l'a relancé justement parce qu'il y avait cet argument de dire que maintenant c'était un outil qui allait être utilisé par les RDO et que peut-être les personnes auraient plus l'habitude d'utiliser cet outil-là quoi. Donc voilà, mais ça a été relancé il y a quelques semaines, donc je peux pas encore te dire vraiment ce que ça va donner. Je vois qu'on a des messages dans le chat.
Euh, Non, j'ai juste complété. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci à Euh, tous. avec Gabriel, Ouais. pour les personnes justement qui s'inscrivent au Mantis, je ne sais pas si tu en as parlé, si pour la demande de compte ou des choses comme ça. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Oui, j'aurais pu en parler. Je sais plus trop. Il me semble que j'avais rajouté ça hop, dans le guide. Donc, je peux peut-être passer par ça pour montrer à quoi ça ressemble. Euh, mince, si j'y arrive. Euh, Alors, sachez que quand vous créez un compte sur Mantis, j'ai vu, Paul, que tu avais créé un compte, par exemple. Au début, vous ne voyez rien parce que vous n'êtes pas affecté à un projet. Et donc, nous, on reçoit un mail et il faut qu'on affecte votre profil. Et là, normalement, maintenant, Paul, si tu te connectes, tu dois voir tous les projets. Dois pouvoir déclarer un incident sur n'importe quel projet. Donc, par projet, on veut dire en fait les fonctionnalités principales. Donc, il y a annotation, objet scientifique. Du coup, ça, c'est le fameux guide dont je vous parlais. Donc, il y a à la fois le lien vers le Mantis, il y a un petit peu d'explication, et ensuite, vous avez les informations pour vous connecter. Donc, normalement, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à ça. Vous pouvez soit vous connecter, soit s'inscrire avec un nouveau compte, donc pour créer un nouveau compte. Comme disait Isabelle, il faudra qu'on vous assigne à un projet, sinon vous n'aurez pas la visibilité en fait sur ça quoi. Et donc c'est assez normalement c'est assez bien documenté, hein. Vous avez toutes les informations pour vous connecter, pour créer un rapport d'anomalie. Faudra peut-être qu'on le mette à jour parce qu'on a changé quelque chose récemment. Mais voilà, normalement c'est assez bien détaillé. Donc ce lien sera disponible avec les diapos.